Parlement des étudiants. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, la plénière est ouverte. Nous aborderons la question liée à la Constitution. Est-ce que l'UDPS tombe sous le coup de la haute trahison avec son initiative de changement de la Constitution? Et pour en parler, nous avons un avocat analyste politique, Maître Godefroy Monaboato, avec qui nous allons décrypter cet enjeu. Sans plus tarder, Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct du Parlement des étudiants, on vous écoute. Déjà, je tiens à vous remercier, vous adresser mes félicitations, car dans un contexte où beaucoup de jeunes sont aujourd'hui plus attirés par le spectacle que par la réflexion, vous avez réussi à créer un cadre sérieux, un espace qui nous rappelle que la jeunesse peut encore penser, contribuer et porter une espérance collective. Je suis en train de réfléchir sur comment faire parvenir ma contribution, ma modeste contribution d'ailleurs. Je suis aux États-Unis et je ne sais pas comment faire pour vous le faire parvenir. Vous avez un compte ou vous avez un moyen de transfert? Le moyen le plus sûr pour nous parvenir de l'argent, vous pouvez télécharger l'application Soundwave et à partir de l'application, vous pouvez nous envoyer directement l'argent sur M-Pesa, sur Telmani ou sur des points de retrait express. C'est une application simple. Téléchargez-la, vous allez voir que les modalités sont simples et très rapidement, vous allez nous parvenir votre contribution. Entre, merci beaucoup, Président. Nous allons prendre l'allocution de Maître Godefroy. Merci pour la parole, Président. C'est un honneur pour moi d'être ici. Je ne comprends pas un peu la répartition du temps de la parole. Mon prédécesseur en a eu 10 comme minutes. Vous en avez 7. C'est moi qui accorde les minutes, de toute façon. Merci, Président. Contentez-vous de vos minutes et on va évoluer. L'UDPS est-elle aujourd'hui coupable de haute trahison par le projet de changement de la Constitution qu'il est en train de porter en tant que parti politique? J'ai voulu ouvrir cette réflexion de manière prospective et partager cela avec l'élite intellectuelle, notamment au sein de ce brillant Parlement des étudiants. De manière prospective, je pose cette question au regard de l'actualité ambiante et de ce qui est en train de se passer. On assiste à un certain nombre de gesticulations des acteurs issus du parti au pouvoir, allant tous dans le même sens, générant même une unanimité institutionnelle et un peu sociale, dans le sens de vouloir changer la Constitution. Il s'avère, dans ma réflexion de juriste, que pour se protéger, s'auto-protéger, notre Constitution avait prévu en son sein une infraction de haute trahison. Je pense que c'est à l'article 165, qui est clair, qui est consacré, mais qui ne visait qu'une seule institution, la plus haute, qui, si elle exerçait le pouvoir, notamment en violation de la Constitution, tomberait sous le coup de la haute trahison. Alors, moi, je trouve cette consécration insuffisante. Par parallélisme de forme, je me dis, au-delà de cela, quid de l'hypothèse où les animateurs des autres institutions, les membres des partis politiques, coordonnent leurs actions dans le but d'aboutir par des gesticulations, des montages, des raccordements parfois frauduleux tirés par les cheveux, des interprétations personnelles ou parfois subjectives pour parvenir à contourner les verrous de la Constitution et à changer l'ordre constitutionnel qui aujourd'hui a réussi, en tout cas selon son préambule et son but, à mettre fin à des récurrentes crises de contestation de légitimité qui ont sévi
dans notre pays depuis les années 60. Ces genres d'activités-là, ces genres de démarches, si elles ne sont pas fondées juridiquement, et si elles sont susceptibles de générer des troubles à l'ordre public, par exemple, de justifier le recours à la force, parce que l'article 64 ne limite pas les moyens dont un citoyen peut, disons, auquel un citoyen peut recourir lorsqu'il doit exercer son devoir de contrer tout individu ou groupe d'individus qui exercerait le pouvoir en violation de la Constitution. À ce moment-là, on légitimerait les recours à la force et on retournerait dans une situation qui devait être dépassée. Moi, je considère cela comme un trouble à l'ordre public. Et pourquoi je pense que les démarches actuelles du parti au pouvoir vont dans ce sens-là et devaient permettre une législation future pénalisant ce genre d'activité. Je vais aller sur les faiblesses qui sont invoquées aujourd'hui comme argument pour changer l'ordre constitutionnel actuel. Je vais prendre quelques-unes de ces faiblesses. L'inefficacité du Sénat, l'instabilité institutionnelle provinciale. On évoque même à un moment la retenue à la source non appliquée, les premiers ministres dont l'existence retarderait ou alourdirait le fonctionnement des institutions, et j'en passe. Il s'avère après analyse que toutes ces faiblesses invoquées ne sont pas constitutionnelles, mais elles sont politiques. C'est comme un chauffeur qui, par mauvaise conduite, commettrait un accident sur la route et qui dirait que ce n'est pas sa faute, mais c'est de la faute au code de la route. Si aujourd'hui, c'est vrai qu'aucune constitution n'est parfaite, mais la nôtre a réussi à créer un équilibre. Dire aujourd'hui que l'instabilité, par exemple, institutionnelle au niveau des provinces est une raison qui motiverait le changement de la Constitution, c'est un subterfuge, dans la mesure où ce sont les hommes. Moi-même qui vous parle, j'étais candidat gouverneur au Maniema en 2018. Mais je me suis posé la question à un certain moment s'il ne fallait pas déplacer cette assemblée provinciale carrément au marché. Parce que c'était au lieu d'un débat sur des idées, mais c'était des débats autour de marchandage et de voix des députés. Est-ce la faute à la Constitution à ce moment-là? Ou c'est un problème d'homme, un problème de gouvernance? Aujourd'hui, on pense, en tout cas ceux qui évoquent le changement de la Constitution, qu'il faudrait que les gouverneurs soient nommés ou élus au suffrage universel direct. Nous savons tous que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, le débat a toujours opposé les unitaristes et les fédéralistes. Et il fallait trouver un juste milieu, un équilibre, parce que le Congo, c'est une entité hétéroclite, hétérogène, qui regroupe des peuples issus de plusieurs zones. Comment concentrer le pouvoir au centre et dépouiller la périphérie, les provinces et les entités territoriales décentralisées des pouvoirs de décision? C'est comme ça qu'un compromis a été trouvé. Vous trouvez des traits de l'unitarisme dans notre Constitution, un peu des traits du fédéralisme, ce qui crée cet équilibre qui risque d'être rompu dans les cas où certaines provinces ne se retrouvaient pas. C'est ça la raison de la duplication carrément du régime politique du pouvoir central au niveau des provinces, où il fallait avoir aussi des chambres qui devaient élire des exécutifs qui répondraient devant elles. Et les provinces, et ça c'est aussi un trait du fédéralisme que nous avons dans notre Constitution, participent même à la formation du pouvoir législatif national au niveau du Sénat. Et ce sont en quelque sorte les électeurs du suppléant constitutionnel du chef de l'État, parce que le président du Sénat est issu du Sénat qui est l'émanation des chambres. Veuillez chuter. Réduire cela, je vais chuter, réduire cela au nom d'un dysfonctionnement dû à la Constitution, c'est pour moi un trouble à l'ordre public qui, dans l'avenir, pourrait être criminalisé au terme, disons, en comparaison à l'infraction de haute trahison consacrée par la Constitution. Je vais conclure, Monsieur le Président.
Pour conclure, je pense donc, moi, que la démarche actuelle du parti au pouvoir n'est rien d'autre qu'une tentative de faire sauter le verrou de l'article 220. Et cela, pour moi, constitue un trouble à l'ordre public qui peut faire l'objet d'une législation tendant à la criminaliser. Alors, est-ce que vous pouvez affirmer qu'à ce jour, le président de la République ou sa famille politique ne tombe pas sous les coups de la haute trahison telle que prévue par la Constitution? Vous me demandez d'affirmer si oui ou non. Oui. À ce jour. À ce jour, pas encore. Parfait. Ça veut dire que tous les débats qu'il y a sur le changement de la Constitution ne constituent en rien l'infraction de haute trahison telle que prévue par la Constitution. Je l'ai dit au départ, au début de mon intervention, que mon intervention était de lege ferenda. En regardant l'infraction de haute trahison telle qu'elle est formulée, elle ne concerne que l'autorité suprême. Si vous lisez à la disposition, je pense, de l'article 165. 165. Et ma réflexion, au regard de la manière dont les acteurs sont en train d'interagir et d'apporter chacun de l'eau au moulin, bientôt ce projet de loi référendaire ira pour contrôle de constitutionnalité, je crois, une fois avant son adoption, disons, sa promulgation par le président de la République, devant les juges constitutionnels. Si il s'avère au finish que cette démarche aboutissait et qu'elle générait des troubles à l'ordre public, je pense que tous ces acteurs, que ce soit les députés nationaux qui seraient intervenus pour faire passer cette loi, les membres du gouvernement qui seraient intervenus à quelque niveau que ce soit, ou les juges, devaient aussi, sur base d'une législation à venir, être passibles de haute trahison. C'est une réflexion prospective. C'est dans ça que je suis. C'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation sur ma question. Parce que vous revenez sur la loi référendaire. Est-ce que les députés n'ont pas le droit de légiférer sur comment devrait se passer le référendum en RDC? Est-ce que c'est un domaine interdit? Oui, je pense. Interdit par qui? Pas vous pensez, vous êtes juriste. Je me justifie. Il faut venir avec la législation. Je vais me justifier. Allez-y. Il s'appuie sur, je pense, l'article 5 de la Constitution, qui ne fait que poser le principe selon lequel la souveraineté appartient au peuple, qu'il exerce par voie des référendums. Ce n'est pas une disposition à lire de manière isolée. Il faut la combiner avec d'autres dispositions constitutionnelles qui limitent les matières devant faire l'objet d'un référendum. Mais ici, il ressort même le terme constituante. C'est comme si les pouvoirs dérivés s'arrogent les rôles du pouvoir originaire, notamment en posant la question. Je voudrais qu'on aille progressivement. La première des choses, c'est d'identifier si les parlementaires peuvent adopter une loi qui organise les référendums. Tout justement. Après, on va entrer dans les détails pour voir si dans la loi... Oui, ce n'est pas une loi spécifique, oui. Voilà. Oui. Si vous voyez bien, la loi a évolué, la manière dont elle a été déposée jusqu'à la... Ils peuvent. Alors, ils peuvent légiférer, oui ou non? Oui, ils peuvent. Alors, à quel moment... Oui. À quel moment cette loi-là devient problématique? Voilà. Ils ont c'est ce que j'ai dit. Elle devient problématique lorsque la question ne se limite pas aux matières susceptibles de faire l'objet des référendums. Lorsque, et c'est la question qui est recherchée, qu'on ne se voile pas la face, lorsque la question va dans le sens de demander si on doit changer la Constitution, là on affecte le 220 directement. Parce qu'il y a une même interprétation qui va dans le sens de faire dire au 220 qu'il ne s'était pas auto-verrouillé, et par conséquent, on peut le déverrouiller. Mais il faut lire la disposition aussi dans son esprit. Aujourd'hui, poser cette question, c'est s'arroger, et c'est là où le Parlement agit par excès de pouvoir, s'arroger le pouvoir constituant originaire, qui n'est pas le sien. C'est vrai que son mandat n'est pas impératif, mais c'est limite à les pouvoirs qui sont les siens. Pensez-vous que la Cour constitutionnelle va ramener cette loi pour inconstitutionnalité? Une Cour constitutionnelle responsable ne la ferait pas passer pour inconstitutionnalité et pour excès de pouvoir des chambres
qui l'auront adopté. Merci beaucoup. Merci de prendre place, Maître Godefroy. Honorable Fredine Joly pour son allocution. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, contrairement à mes habitudes, aujourd'hui je serai très concis. L'article 165 est ostensiblement insuffisant. Avez-vous affirmé? Est-ce dire que vous êtes pour la réforme constitutionnelle pour renforcer cet article? Quid de la haute trahison instituée à l'article 7 pour l'institution d'un parti unique? Telle est la quintessence de la question. Si vous le permettez, je pourrais poser une autre question. Non, ça va. Les deux questions, ça va déjà, honorable Freddy. Maître Godefroy pour rencontrer ses préoccupations. Merci beaucoup, honorable Président. Effectivement, je trouve que la disposition prévoyant l'infraction des hautes trahisons et la limitant à une seule institution, elle est incomplète. Dans la mesure où, et je le remarque, d'autres organes et institutions de l'État peuvent tomber sous le coup de la haute trahison. C'est le cas aujourd'hui du Parlement, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Président, si vous lisez le projet de loi référendaire, comme on dit à la tête, vous verrez que toutes les dispositions précédentes traitent de l'organisation effectivement du référendum. Et c'est correct. Mais à partir du dernier chapitre 8, des dispositions transitoires, abrogatoires et finales, on insère la constituante. On insère la possibilité de la convocation d'experts afin de mettre en place une commission nationale multidisciplinaire de réflexion. Et ces experts peuvent rédiger un projet de loi pour changer une constitution. Et une fois que ces experts le font, une assemblée constituante est mise en place par les députés. Et cette assemblée constituante examine et adopte ces projets de loi de changement des règles constitutionnelles à la majorité des 3/5 des membres composant cette assemblée constituante. Et cette adoption, maintenant, ne devient définitive que si le projet est approuvé par référendum populaire. Président, chers parlementaires étudiants, ça sort de la matière du référendum. Ça devient une comment il faut dire ça, une auto-qualification par le Parlement de pouvoir constituant originaire, ce qui est au-delà de sa marge de manœuvre. Ça, pour moi, ça constitue un élément qui peut être criminalisé et constituer une infraction de haute trahison, qui cette fois-là toucherait cette institution. Mais faut-il changer l'article 165, je crois, de la Constitution pour ce faire? Mais non, c'est du domaine législatif. Là, on peut juste se contenter de modifier et de compléter le code pénal en vigueur et de criminaliser cela en ajoutant cela comme infraction de haute trahison. En termes de haute trahison consistant à l'instauration d'un parti unique, ben cela va de soi que je le trouve fondé et valable dans notre ordre juridique. Merci, Président. Merci beaucoup. On va prendre la deuxième question. Prenez place. Honorable Obel pour sa question. Merci pour la parole accordée, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, distingués collègues parlementaires. Quel article de la Constitution interdit son changement? J'ai dit. Merci, honorable Obel. Maître Godefroy, pour rencontrer cette question et nous dire
Le changement de la Constitution est interdit par quelle disposition constitutionnelle? Honorable Président, on ne va pas tomber dans le piège de ce qui n'est pas interdit et permis. Il n'existe dans la Constitution du 18 février 2006 aucun titre portant du changement de la Constitution. Aucun. Même, en tout cas, le chapitre, je pense, je ne me rappelle pas de mémoire, traite de la révision constitutionnelle, point. Il n'existe pas une disposition autosuicidaire de la Constitution qui prévoit sa propre mise à mort. Elle n'existe pas. Les changements de constitution interviennent lors des bouleversements majeurs et des révolutions qui font tabula rasa et qui instituent un nouvel ordre constitutionnel en mettant fin à tout ce qui était passé à partir à ce moment-là d'un pouvoir constituant originaire. Mais ici, nous sommes face à un pouvoir constitué, une assemblée qui, au lieu de se limiter à légiférer sur l'organisation du référendum, met le venin à la queue en insérant des dispositions où elle s'arroge. L'Assemblée nationale et le Sénat, je pense, je ne sais pas si le Sénat l'a déjà adopté, en tout cas l'Assemblée nationale, et s'arroge la possibilité de se substituer au peuple, de devenir une constituante qui va mettre en place des experts qui vont rédiger une nouvelle constitution, et nous connaissons comment ça se passe, les faire soumettre au référendum, dans le but de faire sauter le verrou du 220. C'est face à ça que nous sommes. La Constitution ne l'a pas interdit, et n'avait même pas à le faire, et n'avait pas à prévoir des dispositions que j'appelle des suicides juridiques, prévoyant sa propre mort. Non, aucune constitution ne peut le faire. Une constitution peut prévoir plutôt son changement pour qu'elle évolue au fil des temps, mais pas prévoir son automutilation ou son auto-suicide, son auto-empoisonnement. En tout cas, c'est le cas de la Constitution du 18 février, qui dans aucun de ses titres ne prévoit le changement de la Constitution. Le reste, c'est un subterfuge, et c'est pour ça que j'ai ouvert la réflexion pour que dans les législations à venir, on érige en haute trahison ces arts de démarche, non seulement au niveau de l'autorité visée par l'article 165, mais au niveau de tous les autres animateurs qui relèvent de l'exécutif, du législatif ou du judiciaire qui entreprendraient ce genre de démarches et d'initiatives. Merci, j'ai dit. Merci, prenez place. Honorable Lys pour son allocution. Honorable Président, honorables membres du Bureau, chers collègues parlementaires, si le changement n'est pas interdit par la Constitution, pourquoi refuser d'en débattre? Ne vaut-il pas mieux de participer à la réforme et de l'orienter dans l'intérêt du peuple que de la combattre sans proposer d'alternative? J'ai dit Président. Merci, honorable Lys. Maître Godefroy pour rencontrer cette préoccupation. Personne ne refuse de débattre sur les changements. C'est ce que nous faisons déjà d'ailleurs, je pense. Et débattre du changement, c'est notamment dire qu'il n'est pas prévu par la Constitution et que les prévoir par des subterfuges législatifs, tirés en tout cas par les cheveux, c'est violer la Constitution et c'est passible de haute trahison si une législation sérieuse était mise en place. C'est déjà, on est dans le débat. Alternative,
je ne pense pas qu'il faut qu'on parle d'alternative. Je pense que l'alternative, c'est cette constitution, je crois. Elle est là déjà. L'alternative, c'est d'appliquer celle-ci. J'étais candidat bourgmestre de la commune de Limité, moi-même, récemment. Mais on n'a pas organisé ces élections, faute de moyens. Nous avons déposé des candidatures en bonne et due forme au niveau de la CENI. Nous avons entamé même des contacts avec nos équipes envers des membres des conseils qui ont passé des nuits devant, je pense, les cabinets des ministres des Finances pour un paiement. On n'a pas pu organiser des élections indirectes, s'il vous plaît. Alors que l'un des objectifs de cette constitution, et je pense que c'est le plus important des objectifs, c'est le rapprochement du gouvernant des gouvernés. Cette politique de proximité, on ne l'a pas privilégiée. On a installé des conseils municipaux d'où devaient émaner des bourgmestres, leurs adjoints, les échevins, ainsi de suite. Mais ils n'ont jamais fonctionné jusqu'à aujourd'hui, faute de moyens. Mais la même CENI, au lieu de concrétiser la mise en place de l'État à ces 3 niveaux d'exercice, c'est-à-dire au niveau central, au niveau des provinces et au niveau des entités territoriales décentralisées, va plutôt trouver de l'argent pour organiser un référendum qui est plus coûteux, de loin plus coûteux, en tant qu'élection au suffrage universel direct. C'est un vote, le référendum. Il faut enrôler les électeurs. Il faut imprimer de nouveaux bulletins de vote. Il faut, comment on appelle ça, renouveler, je pense, le fichier électoral. Et aller sur le terrain, recruter les agents électoraux et procéder au vote. Comment ne pas penser que la constitution actuelle est une alternative? Bien l'appliquer suffirait. Ne serait-ce que... Ça, c'est aussi une autre question que je me pose. Comment on arrive à évaluer cette constitution dès lors qu'on n'a même pas réussi à mettre en place tous les organes qu'elle prévoit? Vous évaluez une machine avant d'avoir fini de la monter déjà. Nous n'avons pas réussi à mettre en place les entités territoriales décentralisées fonctionnelles. Nous avons une incomplétude organique, mais déjà 20 ans, on pense que 20 ans c'est trop. Si 20 ans c'est trop dans l'échelle d'une vie humaine, pour une nation, mais c'est rien du tout. C'est rien. C'est combien de législatures? C'est 4 seulement pour des États qui ont 5 années de mandat. Donc, moi je pense que le débat, nous y participons en toute indépendance d'esprit, en toute responsabilité. Nous émettons nos points de vue, c'est ça le débat. Mais en termes d'alternative, l'alternative est déjà là. Pourquoi en chercher une autre? Appliquons-la d'abord. Oh non, on va chercher les dispositions de la Constitution, du projet de Constitution issu de la conférence nationale souveraine. Mais les grands traits de ces projets de Constitution que j'ai lus se retrouvent, mutatis mutandis, dans la Constitution actuelle du 18 février 2006. On va retourner vers la centralisation, la concentration des pouvoirs vers le présidentialisme. On l'a déjà essayé. Qu'est-ce qu'il a produit? On est revenu encore vers les premières constitutions des débuts des indépendances qui maintenaient un équilibre qui me semble acceptable. Je ne dirais pas parfait. Restons-y. Travaillons-y, mettons-y de la bonne volonté, de la foi. Là, il faut appliquer la retenue à la source. Appliquez-les. Il n'est pas correct, faites cet exercice. Prenez les rapports et les recommandations de 4 dernières conférences des gouverneurs. Ce sont les mêmes. À chaque conférence, les mêmes recommandations, taux d'exécution 30% à peine. À la prochaine conférence, même chose. Je n'irai pas jusqu'à parler de la sorcellerie institutionnelle, mais on n'est pas loin de cela. Donc c'est un problème d'homme. C'est un problème de sérieux, c'est un problème de responsabilité politique. L'alternative, c'est cette constitution. Moi, je la trouve belle. Elle est équilibriste. C'est ça, effectivement, le Congo. Il faut créer de l'équilibre entre les centres et la périphérie. Merci beaucoup. Alors, je veux aussi vous faire une dernière relance. On est maintenant dans un contexte où l'opposition fait bloc, C64. Le pouvoir s'organise autour du C4.
Les députés ont boycotté la plénière. La loi référendaire est quand même passée. Qu'est-ce que vous pensez être la panacée à cette crise qui pointe à l'horizon? Ville morte annoncée notamment le mercredi prochain. Le même jour, l'UDPS, l'Union sacrée, annonce la marche. Qu'est-ce qu'il faut pour résoudre à ces stades cette escalade? Je ne sais pas si vous faites la même remarque que moi. J'ai l'impression du déjà vu. Tout ce qui est en train de se passer, nous l'avons vécu. Sous Kabila, Joseph. C'était la même initiative. Une révision de la Constitution qui a réussi à mettre en place face à face les systèmes au pouvoir à l'époque avec le rassemblement de l'opposition, les Fronts citoyens et nous autres qui étions de la lucha. Mais à l'issue des efforts fournis par chacun, on s'est retrouvé avec une classe politique, disons, perméable. Débauchage par-ci, débauchage par-là, appel à ceci, contre-appel, telle prise de position par un leader politique. Le lendemain, il est dénié par certains membres de son parti. Et de cet imbroglio, c'était difficile de prendre une position. Je suis dans cette même hésitation. À un certain moment, je vois que le C64 est dans la bonne direction. Mais à condition que les leaders y restent, qu'ils restent fermes sur cette position et qu'ils se rangent du côté du peuple de manière à ce que l'ordre constitutionnel né, en tout cas en 2006, ayant mis fin à la contestation, ou bien ayant prétendu mettre fin à la contestation de la crise de légitimité, et qui a été maintenu grâce notamment au sang des Congolais. Nos collègues comme Kouloula ont perdu la vie. Moi-même, j'ai fait de la prison. Pour ça, que cet ordre soit maintenu. Et que le combat de notre génération sera peut-être de poursuivre cet élan-là, cet ordre constitutionnel, et que dans le futur, au-delà de cette classe politique qui a déjà montré ses limites, que ce soit dans la majorité tout comme dans l'opposition, nos enfants pourront réfléchir sur un nouvel ordre constitutionnel. Notre devoir, c'est d'améliorer les conditions de vie sur base d'un cadre constitutionnel existant. Je vais finir en disant, on accorde trop de charges à une constitution. Une constitution n'est pas une usine productrice de développement. Non, c'est un instrument, un véhicule juridique qui met en place un cadre normatif pour organiser l'État. Peut-être il peut consacrer des droits et des libertés de toutes les générations, ainsi de suite, c'est ça. Le reste, c'est l'application des politiques publiques. Il existe des États sans constitution formelle. La Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, je pense. Il y a des États qui ont fonctionné sans gouvernement. Je parlais de la Belgique. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'avoir de la constance et d'établir des politiques publiques qu'on exécute avec rigueur. Voilà, Président, je peux atterrir là. Merci beaucoup, Maître Godefroy. Merci de prendre place. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que vous avez un dernier mot, vous voulez bien? C'est de remercier en tout cas tous les parlementaires pour l'écoute et vous aussi, Président, pour votre leadership ainsi que les membres de votre bureau qui vous entourent. C'est une très belle initiative qu'il faut dupliquer et nous sommes prêts aussi à continuer à l'appuyer et disposés à revenir chaque fois qu'il y aura d'autres débats, même au-delà des questions politiques, juridiques. Je suis aussi romancier, écrivain. J'ai des romans que j'édite souvent qui ont une grande audience. Je pourrais venir parler des livres, des cultures, de littérature. Je serai disposé. Merci. Parfait, merci beaucoup. Plus rien n'étant à l'ordre du jour. La plénière est levée. Parlement des étudiants. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct du Parlement des étudiants, on vous écoute. Déjà, je tiens à vous remercier, vous adresser mes félicitations, car dans un contexte où beaucoup de jeunes sont aujourd'hui plus attirés par le spectacle que par la réflexion, vous avez réussi à créer un cadre sérieux, un espace qui nous rappelle que la jeunesse peut encore penser, contribuer et porter une espérance collective. Je suis en train de réfléchir sur comment faire parvenir ma contribution, ma modeste contribution d'ailleurs. Je suis aux États-Unis et je ne sais pas comment faire pour vous le faire parvenir. Vous avez un compte ou vous avez un moyen de transfert? Le moyen le plus sûr pour nous parvenir de l'argent,
Vous pouvez télécharger l'application Sandwave et à partir de l'application, vous pouvez nous envoyer directement l'argent sur M-Pesa, sur Telmani ou sur des points de retrait express. C'est une application simple. Téléchargez-la, vous allez voir que les modalités sont simples et très rapidement, vous allez nous parvenir votre contribution. En tout cas, merci beaucoup, Président. Parlement des étudiants. Chers téléspectateurs, les amoureux du Parlement des étudiants de la RDC et de la diaspora, suivez chaque dimanche à 17h juste votre émission Parlement des étudiants sur JMR-TV, cette chaîne d'innovation et des revêts du Congo que nous offre le groupe Maluma sur TNT Canal 7. JMR-TV, vous allez suivre ces programmes pédagogiques en exclusivité pour être informés, formés et transformés à travers de débats de qualité, des débats de précision et de concision avec des invités de taille. Ne ratez donc pas ces programmes chaque dimanche à 17h sur JMR-TV Canal 7 TNT. Merci. Parlement des étudiants.